Hola charritas, ¿cómo ça va? J'espère que vous allez très bien et mieux que jamais. Si c'est la première fois que tu passes par ici, je suis Charrita et sur cette chaîne on parle de maquillage, tips de beauté, recettes de grammaire latine, trichirurgie et story time comme aujourd'hui. Bon, vous avez vu le titre de la vidéo. Comme story time, on va parler d'un thème que il y a quelqu'un qui m'avait demandé, un petit abonné qui est en train de passer cette transition. Elle est transsexuelle aussi. Elle est très jeune, elle a 17 ans. Et donc, elle m'avait demandé, expliquons ta transition, comment c'est passé, blablabla, chalala. Donc, Charrita, si vous voulez avoir un tutoriel de maquillage aujourd'hui, il y en a beaucoup de tutoriels de maquillage dans ma chaîne, donc vous pouvez regarder. Et bon, peut-être ça vous intéresse pas le thème, mais si ça vous intéresse de savoir comment s'est passé ma vaginoplastie, voilà, je t'invite à rester. La transition, elle a débuté, comme je vous disais, à partir des 16 ans, quand je quittais l'école. Je ne considère pas ma transition, parce qu'en fait, ma transition, ça a été toujours, en fait, depuis que je me rappelle, ma transition était toujours dans ma tête, en fait. Moi, ça commençait à avancer. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais attirée pour les garçons. Je disais, mais c'est pas possible. Il y a 7 ans, 8 ans, je me posais plein de questions de savoir pourquoi je n'étais pas comme les autres garçons, en fait. Toujours la constante demande dans ma tête, et en plus que je voyais que tout le monde s'intéressait, les petits camarades s'intéressaient à les petites filles, et moi je m'intéressais pas à la petite fille, je m'intéressais à les garçons. Donc pour moi, je pense que dans ma tête, la transition, c'est là qu'elle a commencé à penser qu'est-ce que ça va être après l'évolution. Je finis l'école, c'est là que j'ai commencé à me dire, je veux plus être un garçon, je me sens pas un garçon, je n'ai jamais me senti un garçon, mais je veux plus vivre avec l'apparence, on va dire, il faut que je cache ça, que personne ne sache. En tout cas vis-à-vis de ma famille, non. Je veux dire, maintenant c'est fini, je veux vraiment être qui je suis. À l'époque, je parle, c'est l'année 87, 88, à peu près, Charrita, donc calculez-vous, c'est beaucoup de temps. À l'époque, au Pérou, et même je pense qu'ici, il n'y en avait pas autant d'informations sur la transsexualité, sur le transgenre, qu'est-ce que c'est, nanana. Il y avait beaucoup de tabous, on va dire, et justement au Pérou, il n'y a personne qui parlait de ça. En fait, justement dans mon quartier, moi je suis la première à avoir sauté le pas, on va dire, parce que tous mes petites copines de l'époque, tous étaient vraiment, on va dire, tous gay, en fait, homo, mais qui voulaient être trans, mais surtout ne sait pas. Mais qui osait, la première. Maintenant, je mets tout derrière ma famille, malheureusement, parce que dans cette transition, elle a eu beaucoup de souffrance, et surtout, ce que les gens veulent dire. Au départ, c'était pas facile, mais moi, c'était comme une délivrance, en fait, d'un fardeau que je trouvais que c'était pas pour moi le porter. Vous voyez, c'était un fardeau qu'il fallait qu'il se libère de moi. Donc, quand j'ai commencé à changer, à porter les vêtements que ça me plaisait à moi, en fait, les vêtements qui me correspondaient à moi, selon mon identité, c'est là que j'ai commencé à dire, bon, les gens, je dis, bah, c'est bon. Voilà, je sais qui je suis, non. Et je pense, Charritas, que c'est ça la clé dans tous les sens, en fait. Si vous êtes une personne que vous assumez tel que vous êtes, vous arrêtez le bullying sur vous, ça va arrêter en fait. Mais si les gens sont cruels, si vous voyez, s'ils trouvent quelqu'un qui est faible, et là, ça va être le point. Je vous dis par l'expérience personnelle, dans mon école, en fait, malheureusement, j'étais obligée de changer 2-3 fois d'école, 3 fois dans la secondaire, dans l'école secondaire, je sais pas comment ça s'appelle, lycée, je sais pas. Et chaque fois que j'arrivais dans son nouvelle école, Charritas, chaque fois c'était pour moi, waouh, c'était vraiment, vous voyez, voilà, c'est différent parce que moi, malheureusement, dès que j'ai commencé à parler, et mon aspect, en fait, ça voyait que j'étais vraiment pas un garçon normal, on va dire. Donc, dès quel moment qu'il y a la présentation de qui je suis, nanana, tout le monde, oh, ah, d'accord, oui, mais bon, comme je toujours été sûre de moi, je me montais tel que j'étais, en fait, et voilà, les gens disaient, bon, il est comme il est, donc voilà, je ne me montais pas faible non plus, je savais qu'est-ce que je voulais, je n'étais pas, oh, non. Le fait d'être comme ça, d'être sûre de moi, en fait, c'est ça que les gens aimaient, en fait. En fin de compte, aimaient ma façon d'être, que j'étais sûre de moi, je n'étais pas à côté timide, non, pas du tout. Et donc, cette personnalité, c'est qui m'a aidé, en fait, à vaincre
quand je vous dis, quand j'ai commencé à changer à 16 ans, le regard des gens. Cette transition à 16 ans, je pouvais pas, j'avais pas le moyen pour aller avoir un endocrino particulier, donc je disais comment je veux faire pour les hormones, en fait. Parce que moi, mon but, c'était d'échanger, en fait, mais carrément, je sais que la transition, il vient accompagner avec un traitement hormonal, en fait. Que si toi, ma petite bonite, là, tu regardes, là, on va parler de ce que tu m'avais dit, de les hormones. Moi, maintenant, je vous conseille, si vous connaissez quelqu'un peut-être de votre famille, peut-être votre enfant, pour une transition comme ça, c'est très important de débuter cette transition avec l'aide d'un endocrino. Pas comme moi. Moi, j'ai débuté, en fait, je vous dis la vérité, j'ai débuté, en fait, que tout le monde me disait, prends cela, prends ça, mets ça, là. Et moi, je ne pouvais pas parler avec ma mère, dire, maman, je ramène-moi un médecin pour qu'il me donne des hormones féminines, vous voyez. Donc, moi, on prenait tout clandestinement, en fait. Donc, vous voyez, on avait débuté au départ avec les pilules anticonceptives. Après, parce que vous savez que les pilules anticonceptives, il y a des hormones, en fait. Et donc, on prenait ça pour, en fait, essayer d'avoir plus l'aspect féminin. J'avais l'aspect féminin, mais je voulais plus féminine. Vous voyez, ma transition, je voulais que, mon changement physique, en fait, en le sens des vêtements, en fait, je voulais qu'il soit accompagné avec ma transition hormonale. Parce que je voulais vraiment avoir pas de poils à la saison. Je disais, non, je n'ai pas envie de voir des moustaches, je n'ai pas envie de voir de la barbe, en fait, vous voyez. Et donc, c'est ça qui m'angoissait un petit peu parce que je sais qu'à partir des saisons, on commence à avoir les changements de la voix et, en fait, les traits, en fait, il devient de plus, on va dire, homme ou femme, quoi. Là, ça définit un petit peu la sexualité, à peu près. Donc, en fait, c'est ça qui m'angoissait. Je voulais pas paraître un garçon, quoi, vraiment. Malgré tout que je ne paraissais pas un garçon, mais bon, dans ma tête, c'était toujours plus. Si vous voulez, j'ai jamais suivi une transition suivie pour un endocrino, chose que c'est pas bien. Donc, je vous dis franchement, et toi, mes petits abonnés qui voulaient cette vidéo, surtout si tu veux débuter ta transition, c'est très important de voir un endocrino. Pas écouter ou être dans les forums parce qu'il y a beaucoup de forums de 10 points ici, c'est là. Les dosages hormonaux, c'est dosé à propos de votre poids, de votre stature, de votre constitution physique. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on prend en compte pour prescrire un traitement hormonal. Donc, c'est très important, encore très important. Là, je vais dire très important, en fait, de suivre cette transition avec un endocrino. Vous savez, à 16 ans, 17 ans, on pense seulement à ce qui nous donne envie, mais on ne pense pas si avoir des séquelles ou pas. On s'en fout. Vraiment, vous savez, à 16 ans, on est vraiment, comme on dit, un petit peu bête, on va dire, pour pas dire la vérité. Les générations maintenant, ils croient qu'à 16 ans, ils connaissent tout, mais ils connaissent rien. Mais c'est ça, être bête, en fait, de croire qu'on sait beaucoup, mais on sait rien. Ah non, pense ça que tu vas avoir plus de seins, tu vas avoir plus de fesses, plus de hanches. Ah bon, bah, je trouvais quelqu'un qui me passe la piqûre, il me faisait la piqûre. C'est pas la façon de faire. La chance que toi, petit abonné, c'est que maintenant, il y a beaucoup de plus d'informations. Faire appel à ton médecin traitant, il peut t'arriver à un endocrino, que peut-être il peut te prendre en charge. C'est toujours mon rêve de devenir qui je suis. Quand je suis arrivée en France, en 1996, je vous ai parlé. Un jour, je vais commencer à prendre du poids. Je voulais suivre un régime. À l'époque, j'habitais à Paris. Donc, j'étais voir la docteure Serfati Lacronière. Je ne sais pas si vous connaissez la docteure Serfati Lacronière. Elle m'a ainsi beaucoup, énormément. Donc, je voyais qu'elle était vraiment effective. Et donc, je lui avais dit que j'étais intéressée de suivre un traitement avec un bon endocrino. Et donc, c'est elle qui m'a dérivé à connaître mon endocrino, qui c'est jusqu'à maintenant. Elle m'avait donné l'adresse et en fait, j'ai pris rendez-vous en fait dans son cabinet privé. Donc, j'étais à la voir. En ce moment, elle a profité de me parler qu'elle faisait partie des protocoles de Paris pour la vaginoplastie. Elle m'a posé une question. Elle me dit, vous voulez pas arriver jusqu'à là-bas? Oui, bien sûr. Donc, elle m'a expliqué le protocole est constitué pour un endocrino que c'est moi, le chirurgien qui va faire l'opération par un psychiatre. Donc, dans ma tête, psychiatre, c'est pour les fous. En ignorant ça, parce que je sais maintenant qu'un psychiatre, ce n'est pas pour les fous. Pendant 3 ans, vous avez suivi un traitement hormonal, vous avez des thérapies psychiatriques, et après, on va passer en commission votre cas et si la commission autorise votre changement de sexe, ça fera. Et ça débutait comme ça. Elle m'avait donné rendez-vous à l'hôpital. Et en fait, c'était une hospitalisation de jour. On est arrivé le matin, mon copain de l'époque. Dans ma vie, jamais, Charita, jamais m'ont pris autant de sang. Je pensais qu'il iba tomber dans les pommes parce que m'ont pris depuis, on arrivait qu'à 8 heures du matin. En plus, il m'avait pris, c'était alors, chose que des fois, je ne suis pas alors. C'est mon grand défaut. Vous me connaître que je suis toujours en retard. Et en fait, je suis arrivée à 8 heures du matin
Et en fait, l'infirmière me dit, bon, venez, vous allez venir accompagner. Elle me dit, oui, d'accord. Donc, vous savez que vous allez partir vers 16h, 17h. Oui. Donc, elle me dit, là, on va débuter les prises de sang. Je pensais que c'était qu'une prise de sang. Non, Charitas. C'était une prise de sang toute la journée, en fait. C'était pisé par là, j'étais comme ça. Aïe, 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 quelle heure ça va finir ça? Et en fait, des prises de sang, lever l'aiguille, mettre une autre aiguille. En fait, c'était vraiment pour constituer tout mon dossier, en fait, et pour vraiment doser, comme je vous disais, notamment hormonal à propos, comme je vous disais, à propos de la stature, qui est ma contexture physique, et qu'est-ce que, en fait, si j'avais des problèmes cardiaques, si j'avais des problèmes de foie, il y avait des problèmes de reins, tout. Vous voyez, c'est très, très important d'être suivi. Il dit, là, je me sentais vraiment épaulée, en fait, et vraiment, ça me donnait l'envie de continuer, parce que je dis, mince, là, c'est vraiment des gens, là, c'est pas que m'ont dit Pierre-Paul Jacques, mais prends ça. En fait, là, c'était vraiment des gens qui sont étudiés pour ça. Ça m'intéressait vraiment à voir la vie des gens professionnels. On est sorti à 17h, j'étais un petit peu comme ça. Et c'est là qu'a commencé ma transition officielle, on va dire. Au départ, le premier traitement qui nous donne, c'est un traitement, en fait, pour bloquer les hormones masculins. Elle me disait, vous n'avez pas besoin d'hormones parce que vous êtes déjà un aspect très féminin. On est obligé de vous prescrire ça, mais elle me dit, mais bon, on va prescrire vraiment un dosage très très bas parce que vraiment, vous n'avez pas besoin de gros dosage parce que normalement, ils le font pour éviter qu'il y ait plus de barbe, des moustaches, des cheveux qui tombent. Vous voyez, moi j'avais des cheveux, je n'avais pas de moustaches, je n'avais pas de barbe. Donc elle me dit, bon, on va prescrire juste un petit dosage. En tout temps, j'ai débuté ma thérapie psychiatrique aussi. Donc c'était pendant 3 ans. Tous les 3 mois, j'avais rendez-vous avec ma psychiatre dans lesquels on avait parlé beaucoup de choses. Et elle m'a fait rappeler de toute mon enfance, qu'est-ce qui s'est passé de mon enfance, qu'est-ce qu'avec mes parents, comment c'est passé, nanani. Je racontais tout. Et comment j'étais coopérant, en fait. Moi, je voulais vraiment arriver au point de savoir vraiment si c'était pour moi cette transition, si c'était pour moi arriver jusqu'à où, quoi. Une question qu'elle m'avait posée. J'avais oublié. Et moi, j'ai un frère qui est plus grand, qui habite en Italie, ma soeur la deuxième. Et je suis venue après des 6 ans d'écart de ma soeur. J'ai grandi en fait comme fille unique en fait, parce que mes frères et ma soeur étaient déjà grands. Donc mes parents, ils ont décidé d'avoir un 3e enfant. Ils voulaient avoir une petite fille. Pour le fait, en disant compagnie à ma soeur. Pas trop bien posé, non, parce que je suis là quand même. Non, mais en fait. C'était vraiment, je ne ferais pas accompagner à ma soeur parce que ma soeur était déjà plus grande. Mais l'histoire, c'est que mes parents désiraient, ils avaient envie d'avoir une petite fille. Ça joue beaucoup. Parce qu'elle m'a dit, c'est sûr et certain que les bébés qui sont dans le ventre de la maman, ils ressentent tout, ils écoutent tout. Ça joue beaucoup à niveau de la sexualité, elle me dit, del futur enfant. Donc, si vous êtes enceinte, Charitas, je vous conseille de jamais dire, je veux un garçon, une fille. Non, votre envie, vous la gardez le moment que l'enfant vient en pleine santé, c'est le plus important. Parce que être trans, malgré tout que moi je l'ai vécu comme ça, c'est un parcours vraiment dur. Là, je vous raconte un petit peu léger l'histoire, parce que je n'aime pas rentrer dans le drame. Comme plein de fois, je vous dis, je déteste, je n'ai jamais aimé être la victime de rien, parce que les circonstances sont comme ça. Je n'ai jamais été dans la position de dire, oh, les gens me marginent, oh, les gens, non. Moi, dans ma tête, c'était comme ça. Les gens sont comme ils sont, Charitas. Les gens ne peuvent pas les changer. Les gens sont comme ils sont depuis l'humanité. Ils sont comme ça. Les gens aujourd'hui se réveillent mal, sont pas contentes. Je sais pas. Et ben aujourd'hui ils vont te dire bonjour, demain ils vont pas te dire bonjour. Les gens changent. Et c'est normal. Alors on peut pas prétendre. Moi je savais que je pouvais pas prétendre que les gens acceptent ma transsexualité à craquer dedans, quoi. Non. Moi j'étais conscient de que c'était un parcours difficile. Le psychiatre m'avait posé plein de questions. Là, j'allais avec tous mes rendez-vous, mon traitement officiel, on va dire, vers fin 2006 et vers 2008, tu auras son lettre chez moi et c'était de l'hôpital en disant que mon cas, il avait passé en commission et que c'était accepté. On est l'accord en fait pour l'opération. C'est là que je commençais à réaliser qu'il va passer quelque chose qui devait changer chez moi. Mais d'un côté, je me sentais vraiment rassurée de savoir que ce groupe de gens qui sont étudiés vraiment mon cas déjà, et ils avaient donné l'accord. Donc pour moi, ça m'a rassuré de dire c'est vraiment le que j'avais envie, parce qu'encore une fois, la psychiatre, quand on a débuté le traitement, et en fait, elle me dit, il y a beaucoup de personnes comme vous qui viennent à la première rendez-vous
me dit, parce qu'ils sont persuadés qu'ils ont envie de faire ça, mais dès que je parle avec eux une fois, 2 fois de rendez-vous, je peux savoir si la personne elle est faite pour ça. Toi, ma chérie, qui regarde ça, c'est transitionner pour faire la vaginoplastie ou non, mais c'est très important de suivre pour un psychiatre. C'est 6 ans et demi que j'étais en couple avec quelqu'un avec qui je m'entendais très très bien. Et à cette période-là, la psychiatre m'avait dit, est-ce que vous êtes au courant, me dit, non, elle m'a posé cette question, elle me dit, est-ce que tu es prête à finir avec ton copain? Je dis, finir avec mon copain, pourquoi? Elle me dit, parce que, me dit, je ne veux pas être jouer sur cette décision et tout ça. Elle me dit, surtout pas. Elle me dit, tant mieux si tu n'arrêtes pas avec lui. Mais laisse-moi te dire une chose et laisse-moi te prévenir sur quelque chose. Elle me dit, après l'opération, 99,9% des personnes qui arrivent à la vaginoplastie après, ils ont un copain avant, ils s'arrêtent leur relation. Mais pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi. Elles me disent, tu verras comment ça va passer. Je n'espère pas, peut-être tu seras l'1% des transsexuels qui vont à la vaginoplastie et qu'après ils n'arrêtent pas avec leurs copains. Je dis, bon, on verra bien. C'est une chose qui ne m'angoissait pas, je ne pensais pas. Donc, avec le courrier que j'avais reçu, il y avait une date. Donc, il manquait presque 8 mois ou quelque chose. Donc, je dis, bon, j'ai la date déjà. Mais je ne pensais pas, je continue avec ma vie. Je reçois une autre lettre de l'hôpital en disant, en fait, lors que je devais être présente, les choses que je devais commencer à faire, en fait, une préparation. Alors, parce que dans la vaginoplastie, comme toutes les chirurgies, il y a un risque. Mais là, il y a un gros risque, encore plus grand encore, d'une hémorragie post-opératoire. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il prescrit de ne pas prendre d'aspirine, des choses qui peuvent aider à aggraver, en fait, dans le cas qu'il y a une hémorragie. Vous fumez, vous arrêtez de fumer, vous arrêtez l'alcool, si vous consommez des drogues, vous arrêtez les drogues, bref, et c'est des choses. Il manquait presque un mois, en fait. Mes parents, pour l'opération, ils sont venus pour me soutenir du Pérou. Ils m'ont posé la question de que si j'étais vraiment prête pour ça. Je les avais dit, écoutez, je pense que je suis arrivée à ce point-là et si les choses se sont données, c'est pour quelque chose. Donc, moi, je suis convaincue de que c'est les choses que je veux vraiment. Et mes parents me disaient, bah, écoute, on ne reste que te soutenir dans ta décision. Et voilà. Donc, arrivé le jour de l'opération, il fallait aller 12 jours avant là, pour rentrer à l'hôpital. Et je suis avec mes parents, avec mon copain. Donc, elle a commencé la préparation, en fait, à la veille. Si, 12 jours avant, mais à lendemain, elle a commencé la préparation un jour avant pour le fait de prise de sang. La nuit avant l'opération, donc, c'est là que j'ai commencé à réaliser que le grand jour arrivait. On verra bien demain. Je me suis endormie. Normalement, il venait me chercher à 8h du matin, je crois. Et je me suis réveillée quand même vers 5h. Je ne pouvais plus dormir. Et c'est là qu'a commencé vraiment la vraie rétrospective, en fait, dans ma tête. Et mon enfance, comment je suis arrivée en France, pourquoi je suis venue en France. Et je me disais, maintenant, je suis là. C'est pour quelque chose que je suis là. Je n'étais pas inquiète, angoissée. Non, je suis dans les bonnes mains. Et je vais laisser tout dans la main del destin à l'époque, parce que je n'étais pas croyant à l'époque. Maintenant, oui, je suis croyante. Mais à l'époque, je n'étais pas croyante. Je disais, bon, si arrivé là, l'univers, les good vibes, puis on revenait ici. Mon ignorance, en fait. Il me cherchait à 8h. Et donc là, mes parents étaient là, mon copain. Donc, il me dit, on se voit après. Donc, ma mère m'a serré dans ses bras, moi aussi. C'était un moment très, très ému pour moi. C'est un moment qui est très important pour moi, en fait. Excusez-moi, c'est de parler ça me rappelle cette période-là. Donc, je serrais les bras de mes parents, de mon copain, et si, je suis partie. Là, c'est l'opération, le chirurgien me dit, ça va, vous êtes contente, enfin vous arrivez, maintenant il arrive le grand jour pour vous. Je vous dis oui, il arrive le grand jour pour moi, et donc je me mets dans votre main, donc faites le meilleur que vous pouvez faire, s'il vous plaît, le meilleur que ça, la meilleure que vous avez fait. Et donc elle me dit, vous ne vous inquiétez pas, je pense que, en plus elle me dit, chaque fois que j'étais allée voir un rendez-vous, mais c'est très sympa, mais il y avait une chose, le chirurgien, quand j'étais allée voir,
qu'on a commencé à examiner mon cas. La vaginoplastie, en fait, dans mon cas, une transition pour des, on va dire, des hommes vers femmes, en fait, et la nouvelle néo-vagin, en fait, ils le font de ton sexe même, en fait, vous voyez. Donc, si le membre, le sexe, on va dire, le pénis, il est assez, on va dire, comment dire, grand, on va dire, et ça passera mieux, si vous voulez, parce que, en fait, si le sexe est grand, en fait, on peut recréer dedans, en fait, on ouvre, il y a beaucoup de vidéos des vaginoplasties, on va mieux vous expliquer si vous voulez savoir. À grosso modo, en fait, c'est mieux. Parce que si le membre, le sexe est grand, on peut créer un meilleur, comment dire, longueur, en fait, du vagin, en fait. Vous voyez? Biologiquement, le vagin d'une femme, c'est 13 cm, normalement. Le qui fait, ce qui veut dire, c'est qu'il y a des muqueuses qui vont s'élargir, en fait. Vous voyez? Mais normalement, c'est 13 cm. Donc, quand lui m'a vu à moi, là, je vais vous raconter juste plus intime, chéritas, mais bon, vous êtes mes copinèches et on parle vraiment là comme des adultes, ok? Bref, donc, le chirurgien, quand il m'a vu à moi, il m'a dit de ça, on ne peut rien faire. Parce qu'en plus, excusez-moi, en plus, vraiment, c'était mieux n'avoir rien, quoi, vraiment, vous voyez, c'était vraiment un... Donc, elle m'a dit, je ne sais pas comment on va faire, mais dans ce cas, elle m'a dit, normalement, là, il faut faire on va dire, une greffe de peau. Elle m'a dit, là, normalement, on élève un morceau de peau de votre corps et on va le greffer pour vraiment aider à créer, on va dire, un vagin qui est en longueur normale, on va dire. Vous voyez? Parce qu'elle me dit, si je vous fais avec ça que vous avez, ce sera... comme ça, vraiment comme ça. C'est une cicatrice comme assez pas trop belle, hein. Mais là je pense qu'avec le laser je vais l'éliminer quand même parce que c'est là c'est seulement moi qui le vois quand je prends ma douche ou quelqu'un quand je suis nude qui le voit en fait. Mais c'est vraiment un trait comme ça, on dirait comme un césarien, quelque chose comme ça. Mais elle est assez grande quand même. Donc ils ont pris la peau en fait pour m'aider justement à créer en fait la cavité vaginale en fait si vous voulez. Et donc quand le chirurgien me dit docteur, surtout vous coupez la peau mais vous laissez vraiment fine hein, la cicatrice s'il vous plaît hein, comme ça. Elle me dit ok, il n'y a pas de souci, restez tranquille, j'ai l'habitude, j'ai l'expérience. Le chirurgien m'a rassuré, m'a dit vous ne vous inquiétez pas, vous allez voir, ça va bien passer. Les infirmiers c'était vraiment des gens super, tout le monde me disait allez on nous a rigolé tout ça, donc allez on va prendre une photo pour la dernière fois, on a pris une photo et tout ça. Et donc après bon, me allongé, comment dire, l'anesthésiste est arrivé, elle me dit vous êtes prête? Ok, allez, je dis allez, vas-y, on y va, on y va, on y va. Donc on est parti, et bon, je suis partie dans mon voyage, je me suis réveillée, bizarrement je n'avais pas aucun douleur, et j'étais dans la salle de récupération, et normalement les gens, après la chirurgie, normalement, des fois ils réagissent mal à l'anesthésie. Et en fait, je me suis réveillée, je me rappelle que les infirmiers me disaient ça va? Est-ce que vous allez bien? Et je dis, oui, ça va. Il a dit à l'infirmière, madame, quelle heure il est? Elle dit comme ça, elle m'a dit, vous allez bien? Je dis, oui, je vais très très bien. Et la première chose que j'ai fait chez Rita, c'est que je me touchais comme ça. Il y avait un gros pansement, gros pansement, vraiment. On dirait que mon ventre était comme ça, en fait, gonflé, en fait, du gros pansement. C'était comme un couche de bébé, en fait, un truc vraiment grand, quoi. Donc j'étais touchée comme ça, mais touché directement le pansement, en fait. Bon, je sentais rien, enfin, quoi. Bref. Donc, ils sont venus, ils ont attendu un petit peu voir si je n'avais pas réaction à l'anesthésie. Bon, donc après, ils ont dit, bon, on va vous passer à votre chambre. Quand j'arrive, mes parents étaient là, mon copain était là. Et c'était très important d'avoir mes parents à côté de moi. Ça me donnait une rassurance. Et je me sentais vraiment épaulée, comme je vous dis. Jusqu'à là, je jamais finirai ma vie de remercier mes parents pour ce qu'ils ont fait pour moi, pour le soutien qu'ils m'ont donné. Des fois ils n'étaient pas trop d'accord avec moi, mais pour l'amour, ils m'ont épaulé et tout. Donc les infirmières venaient, me prenaient les morphines pour la douleur, en fait des antidouleurs très très intenses. Jusqu'à là, je n'ai aucun douleur. Il fallait rester une semaine, Charitas, sans se lever.
clouée au lit. Mais je savais tout ça déjà, que c'était une semaine comme ça, et voilà, dans ma tête, bon, c'est tout. C'était une semaine en plus. Donc, moi, je me revenais des magazines. À l'époque, je n'avais pas Internet. 2008, Charitas. En fait, malgré tout, j'étais dans la chambre toute seule. Donc, mes parents venaient tous les jours à me voir, mon copain tous les jours à me voir. Et en fait, voilà, j'étais vraiment secourée. Les infirmières étaient tout le temps présentes. Et une chose qui est... Bizarrement, en fait, les choses qui observaient beaucoup les infirmières, c'était qu'il n'y en a pas d'hémorragie. C'est ça qu'ils observaient tout le temps parce qu'ils viennent te regarder si tu n'as pas d'hémorragie. Des fois, tu peux commencer à faire l'hémorragie sans te rendre compte. Et là, c'est pas aggravé parce que, justement, j'ai oublié de vous dire qu'avant la chirurgie, une chose que te font signer, c'est pendant le cas que tu es inconsciente, pendant la chirurgie, tu as une hémorragie, en fait, t'autorise de faire une transfusion, en fait, et transfuser. Et donc, moi, j'avais signé, ouais, tu es obligé de signer. Mais je n'ai pas eu d'hémorragie pendant l'opération, mais ça risque qu'après l'opération, même 4 jours après, ça peut venir une hémorragie. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut être en surveillance pendant une semaine, pas se lever, parce que, justement, ça peut peut-être le fait de bouger causer une hémorragie. Et je m'avais oublié en fait qu'une infirmière vient un jour le matin. L'infirmière de la nuit elle est partie, elle arrive le matin, elle arrive, elle me voit. Elle me dit, c'est bon, il y a quelqu'un qui vous a changé la nuit? Ah non. Mais impossible, elle me dit. Vous avez même pas un goût de sang? Je dis, bah, non, il y a personne qui est venu me changer, j'ai dormi toute la nuit, donc... Entonces, elle voit à la autres infirmières, ils disent, mais attends, ça fait 15 ans que je suis là, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, quelqu'un qui saignait pas. Elle saignait pas, elle a pas saigné. L'autre infirmière est venue voir. C'est vrai, elle a saigné, elle a même pas une goutte. Bon, elle me dit, vous êtes vraiment extraordinaire, hein, mais parce que vraiment, vous saignez pas. Donc, je n'ai pas saigné. En fait, ma récupération, ça a été comme ça, rapide, vraiment, Charitas rapide. Franchement, en fait, c'est passé rapidement, quoi. L'opération, c'était bien passé. Mon post-opératoire s'est bien passé, peut-être parce que il fallait que ça se passe comme ça, je pense. Et en même temps, je m'avais préparé pendant 7 mois de recommandations. J'avais tout suivi à la lettre. J'avais fait tout pour que vraiment ça se passe bien. Et enfin, comme ça passait bien. Au bout de 15 jours, je crois, 15 jours à l'hôpital, je suis sortie de l'hôpital, 15 jours. Après, mais avant de sortir, la dernière étape, avant de sortir, en fait, on était avec un, comment s'appelle ça, un tuyau, en fait, qui te fait pas pipi, en fait. C'est un truc qui conduit directement la pisse, en fait. Et normalement, pour partir sans ça, alors il fallait que tu fasses pipi. Et là, Charitas, c'est là qu'a commencé le début, en fait, le début de tout. Parce que là, il fallait faire pipi par un endroit que je connaissais pas, en fait. Pour moi, c'était tout nouveau. Et là, il vient l'infirmière et me dit, il va falloir que vous boiez beaucoup de l'eau. Il me dit, oui, tout dépend de là maintenant, me dit. Tout dépend de là. Si vous buvez de l'eau et vous avez réussi à faire pipi, là, vous partez sans le tuyau chez vous. Si vous n'avez pas fait pipi, il va falloir partir avec ça, faire surveillance à la maison, je peux revenir pour lever ça. Donc, il me dit, vas-y, il m'a donné une bouteille de l'eau, j'ai commencé à boire. J'avais le ventre plein, je me rappelle, plein. Donc, il disait, maintenant, c'est le moment d'aller aux toilettes, quoi. Donc, Charitas, vraiment, je vous jure que ça, c'était le moment des choses les plus difficiles de l'opération. Là, c'était un moment vraiment que je dis, waouh, j'étais aux toilettes comme ça, et j'avais un peu fait pipi, mais dans la tête, carrément, il y a quelque chose qui bloquait, en fait. Vous voyez, c'est quelque chose... Je savais pas, j'étais vraiment bloquée, quoi. Donc, l'infirmière me dit, relaxez-vous, ne réfléchissez à rien. Et laissez-vous aller. Si vous avez fait pipi, vous faites comme vous faisiez avant. Ne réfléchissez pas, ne regardez pas trop, relaxez-vous. Donc, c'est là que je m'ai assis, parce que même avant d'être opérée, je m'assisais pour faire pipi. Donc... je me suis et je réfléchissais et je disais c'est le moment arrivé, il faut qu'il fasse pipi. Je ne m'angoissais pas parce que dans ma tête je disais non, il ne faut pas que je me bloque parce que si je ne me voyais pas partir avec un tuyau à la maison, non, je disais non, il faut que je fasse pipi. J'ai commencé à faire forcer un petit peu, après non, ça ne venait pas. Petit peu et c'est là que
Je commence à faire pipi. Je dis, ah, l'infirmière, ça y est, je fais pipi. Elle m'a dit, voilà, vous avez réussi maintenant. C'est fini maintenant. Allez, venez, on va vous élever ça. On est parti chez ma soeur avec mes parents. Donc, dans la voiture, il fallait mettre un truc en flottant, en fait, pour pas coincer bien, en fait, pour pas bouger trop, pour pas trop mal. Mais enfin, quand le post-opératoire, ça a été bien passé, j'ai commencé à être très très bien et me sentir vraiment bien. Mais c'est là qu'a commencé ce que la psychiatre m'avait dit. Quand on rentre à la maison avec mon copain, lui était tout ému, il me dit maintenant on va faire notre vie, on va se marier et tout. Il avait beaucoup d'émotions, lui, comme moi en fait, mais dans ma tête, je le voyais, il y avait quelque chose comme qui avait changé de moi en fait. Je sais pas comment vous expliquer, peut-être vous aiderez, c'est bizarre, mais franchement, Charita, il y avait quelque chose qui avait changé vis-à-vis à lui en fait. Je le voyais. Et je le voyais plus comme mon copain. Il y avait quelque chose qui, franchement, il avait changé. Je ne sais pas vous expliquer, en fait. Mais il y avait quelque chose vraiment qui avait changé dans ma tête. Que je le voyais, je sentais comme que c'était pas mon copain, quoi. Il me touchait. Je voulais pas qu'il me touche, en fait. Vous voyez, c'était une chose vraiment très, très difficile à expliquer, en fait. Qui va venir en autre story time dans lequel je vais expliquer. Et donc, j'étais à voir la psychiatre 2 fois encore plus après l'opération. Et là, c'est là que je lui ai dit, écoutez, ce que vous m'avez dit, je pense que ça va passer en fait avec mon copain. Je pense que je vais arrêter parce que je me sens pas bien avec lui. Et elle m'a dit, je voulais pas vous dire, elle m'a dit, mais c'est parce que, elle m'a dit, ce qui passe, c'est que maintenant vous aurez envie de découvrir votre nouvelle sexualité avec une nouvelle personne. Parce que votre copain, dans votre tête, me dit, ils font partie de votre vie avant. Et maintenant, de là à maintenant, vous aurez envie d'avoir un nouveau copain, quelqu'un qui vous connaisse déjà comme ça. Et donc, je disais, c'est pas possible, mais non, c'est comme ça. Donc, je commençais à comprendre et je voyais que c'était vraiment la réalité. Voilà, c'est une histoire que je vais raconter après, parce que sinon, je ne peux pas tout raconter. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous raconte la suite, parce qu'il y a une suite quand même à tout ça. Et en tout cas, Charitas, j'espère que je ne vous ai pas choqué, j'espère que j'étais très explicite, que je ne veux pas trop bien articuler. Mais en tout cas, Charita, c'était mon story time, ma transition, comment je rêvais jusqu'à là, comment elle est née vraiment moi, en fait, ma nouvelle personne, en fait, je suis toujours la même personne, en fait, je pense. Mais cette partie de moi, c'est une nouvelle naissance quand même, et c'est là qu'elle est née. Et c'est pour ça que pour moi, quand je parle avec mes copines ou ma famille, les gens qui me connaissent, pour moi, c'était comme un nouveau départ. C'est comme que je renais, en fait. Et c'est pour ça que les gens me disent, tu fais beaucoup plus jeune que ton âge. C'est parce que dans ma tête, je me sens vraiment que ma vie est deux parties, en fait. Avant l'opération, il y a pas l'opération. Je ne sais pas si vous comprenez, mais si vous croyez, Charita, ce qui est témoignage, mon story time peut servir pour quelqu'un que vous connaissez, un enfant qui ne sait pas comment diriger, ou vous connaissez quelqu'un qui à travers cette période-là, ça pourrait servir peut-être cette transition. Et si vous avez envie de savoir plus, laissez-moi un commentaire, je réponds à tous mes commentaires. Et toi, mes petits abonnés qui voulaient ça, bon, je te raconte toute ma transition, les miens personnels, mais encore une fois, chaque transition est personnelle. En tout cas, Charitas, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous surtout, hein. Ok, je compte sur vous. Bisous.